Salut François-Xavier. Salut Philippe, comment ça va? Bah, écoute, je vais bien, et puis tous les gens qui sont avec nous, j'ai l'impression aussi. Ah, tu as passé une bonne journée? Bah, écoute, excellente. Je me languissais de te retrouver. Bon. Est-ce que tu as trouvé un brin de muguet dans ton jardin, du côté des Pyrénées là-bas? Non, mais voilà, pas de muguet. Le muguet est dans nos cœurs, on va dire, voilà. Oh, que c'est beau ça, que c'est beau. Dans nos verres. Je suis ravi que tu sois là. J'ai vu qu'il y avait Dominique Laporte qui s'était connecté déjà en même temps que toi. Ah oui, super. Il y a une certaine logique à ça. Et on salue tous les amis sommeliers ou autres qui sont là ce soir avec nous. C'est un vrai bonheur que tu sois là. Donc pour en savoir un petit peu plus sur toi, tu es né, je crois, en région parisienne, dans un grand millésime pour toi, en tout cas, c'est 1973. Hein. Oui, mais un très mauvais millésime, paraît-il. Alors, peut-être là partout, il y a une région qui sonne 73. Je connais bien ce millésime parce que c'est le millésime de ma compagne, Alexandra, elle est née en 73 et c'est Champagne 73. C'est un grand millésime de Champagne. Et pour toi qui es un homme de passion, de spectacle, de théâtre, un humoriste reconnu, un acteur admiré, un comédien reconnu, ce qu'on ne sait pas trop, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir y revenir dans un deuxième temps, à ta partie spectacle, mais c'est que tu es un grand passionné de vin et de gastronomie aussi. Oui, c'est vrai que je suis tombé dedans assez tard en fait. Je crois que j'ai vraiment découvert le vin vers 23, 24 ans. Avant, c'était assez... c'était pas vraiment... J'ai pas eu de coup de cœur. Et puis, j'ai fait des rencontres extraordinaires de vignerons, de sommeliers qui ont changé ma vie, hein, vraiment, oui. Comme quoi, notre vie est faite de rencontres. En ce moment, on est un peu frustré de ne pas pouvoir les faire en direct. Mais heureusement que les liens existent à travers notamment les réseaux. Et je remercie tous les gens qui sont avec nous ce soir aussi. Tu aurais pu pourtant découvrir le vin plus tôt, puisque tes grands-parents, notamment une partie de ta famille, étaient originaires du secteur de Patrimoniaux en Corse. Oui, exactement. Exactement. Ma mère est originaire du Nebbio. On avait une maison à Saint-Florent, donc on goûtait les vins de Patrimoniaux, de Henri Orenga de Gaffori, surtout le grand Antoine Arena, le grand pape et le grand visionnaire du vin corse pour moi, qui a vraiment révolutionné les terroirs, qui est un grand défenseur de ces terroirs. Sur Carco, moi je suis vraiment un grand amateur des vins des Arena, en père et fils. Voilà. Exactement, on les salue d'ailleurs tous. C'est vrai que le Patrimoniaux, on a déjà parlé à l'occasion de live, Insta, Facebook, c'est un endroit extraordinaire en Corse. C'est la seule poche calcaire de l'île, et ça donne notamment pour les blancs, sur les Vermentines, mais également sur d'autres cépages, tels que le Bianco Gentile, etc. D'autres cépages un peu oubliés, des résultats exceptionnels, à la fois de plaisir et de garde. Oui, alors c'est vrai que il m'est arrivé un jour avec Yves et Paul Canarel de goûter des vieux millésimes de Gentil, et c'était merveilleux parce que c'était un voyage. On a fait une verticale de Gentil, et on est du domaine, hein, pas le oui. cépage. Hein. Et on a Gentil, mais le domaine Gentil. Oui, exactement. Et on avait bu des rouges absolument splendides. Effectivement, il y a des vins en Corse qui sont exceptionnels. Les vins d'Yves Canarelli aussi, que j'adore. On est plus au sud. Oui. On est du côté de Figari. De Figari, exactement. Voilà. Ce sont des très beaux endroits également. Et alors toi, tu as d'autres sensibilités, puisque une autre partie de la famille, c'était la Creuse. Oui. Je vois que tu viens tes boissons préférées de la Creuse. Mes boissons préférées de la Creuse, écoute, franchement, c'était pas une époque où je buvais beaucoup de vin. Le souvenir que j'ai, c'est mon grand-père qui retirait le bouchon en plastique de son vin et qui mettait des pêches dedans. Donc tu vois, on n'était pas dans la dégustation comme on l'entend aujourd'hui. C'était une autre culture du vin. C'est pas une région qui est assez impressionnante. Il y a le Saint-Pourçain qui est pas loin, je crois, c'est ça. Oui, c'est pas très loin, effectivement. Ouais. Mais j'ai pas de grande réflexion. J'ai surtout des souvenirs de pâté aux pommes de terre. Pardon? Non, j'ai dit Saint-Pourçain, c'est l'Allier, mais c'est pas très loin, effectivement. C'est pas très loin, Montluçon. Exactement, tout à fait. Alors toi, tu as une carrière un peu particulière. Tu es un homme de passion, tu es presque un homme de défi, parce que tu travaillais chez PricewaterhouseCoopers. Oui, mais il y a longtemps, oui. Ta fille, Célia, a travaillé chez Price pendant plusieurs années.
Et puis un jour, il faut dire qu'il s'est passé un événement qui a changé la vie de beaucoup de gens d'ailleurs en termes de réflexion. C'est le 11 septembre 2001. Là, j'ai conscience qu'il y a peut-être autre chose à faire dans la vie que travailler finalement pour la finance. Oui, ça a été un choc un peu cathartique qui m'a fait mesurer la fragilité de l'existence et puis surtout que moi, ma vie c'était d'être sur scène, donc j'ai tout plaqué, je suis rentré en France et puis et l'aventure a commencé, j'ai démissionné et puis voilà, c'était il y a 20 ans. Et c'est parti, c'est monté. Je crois que l'un de tes premiers spectacles, c'était au Théâtre du Gymnase et on salue toutes les équipes du Théâtre du Gymnase qui avaient fait un showcase là-bas. Et oui. Jacques, Tassettine, etc., toutes les équipes du théâtre que l'on salue bien entendu. Et donc, voilà, le théâtre t'a captivé, tu étais déjà sensibilisé à ça. Hein. Oui, j'étais bien réussi, à la fois des seuls en scène, mais aussi du théâtre avec, pas tout seul, comme on dit, des pièces de théâtre, et puis le cinéma. Parce que finalement, je regardais la liste impressionnante des films que tu as tournés. Finalement, c'est très concentré comme tournage. Oui, j'ai fait une 50aine de films. C'est là le rôle de Coluche et les Césars 2009 qui ont vraiment lancé ma carrière au cinéma. Après, j'ai enchaîné des films comme Des Frères, Tellement Proches, qui se terminent comme Des Frères qui se terminent dans le Cap Corse d'ailleurs, le film d'Hugo Génin, mon ami Hugo Génin. Oui, voilà, j'ai eu la chance de faire à la fois de la scène, du cinéma. Et ça, c'est une chance parce que ce sont deux choses très complémentaires. Alors c'est un métier un peu de globe-trotter aussi, ton métier, tu es sur scène régulièrement, tu bouges beaucoup. C'est sûrement autant d'opportunités, tu le disais tout à l'heure, de rencontrer des vignerons, de rencontrer des sommeliers. Voilà. Quels sont justement les gens qui t'ont marqué dans ton parcours, justement, dans tes découvertes? Mais il y a eu des vraies belles rencontres et chaque personnalité incarne pour moi une région. Voilà, j'ai mon ami Serge Boucassian à Carpentras qui m'a présenté le roi de la rue. Voilà, et qui m'a présenté la famille Vernet, Christine Vernet, le Côte-Rôtie. Voilà, Yves Gangloff. Même secteur, toujours dans la vallée du Rhône. Et puis tous ces gens-là sont devenus des amis, donc c'est vrai que c'est à chaque fois des rencontres très très humaines. Je pense à mon ami Philippe Blanc en Alsace. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de. Le grand vigneron d'Alsace. Ah oui, donc dans ton verre, c'est quoi? C'est un Riesling de chez Blanc? Oui, 2015, Riesling de chez Klausberg. Magnifique. Moi, j'ai pris dans mon verre pour l'instant, j'ai monté tout à l'heure la bouteille, mais c'est le Chêne Bleu. C'est un vin qui est fait dans le Ventoux, juste à côté de Maison-la-Romaine, en IGP Vaucluse. Un vin donc d'expression un peu méditerranéenne, super intéressant également, élaboré à partir de Grenache, Roussanne et Marsanne. Sur les contreforts du Ventoux, c'est juste admirable. Un petit clin d'œil à Gérard Benoît et Mimi Mati qui produisent un vin aussi super intéressant juste à côté de ce domaine également du Chêne Bleu. Ça, c'est un magnifique vin à découvrir également. Alors, mais tu vois, c'est souvent, c'est l'amitié en fait. C'est beaucoup de rencontres d'amitié. Tu parles du Ventoux, voilà, moi je pense à Jean-Luc Isnard au domaine de Solence, Sébastien Vincenti en face avec Fondrèche. Tu vois, c'est à chaque fois c'est des rencontres. Et puis il y a la Bourgogne avec Stéphane Guido. Qui m'a présenté effectivement des gens extraordinaires. Il y a aussi, on parlait de la Corse, on parlait de Thierry Germain. Et oui, parce que de Loire, le Chenin. Le vin de Serge aussi, de Carpentras. Oui, voilà. Ah bon. Et puis sommelier, il y a Gaylor Robert qui m'a beaucoup marqué aussi. Voilà, et puis des personnalités comme ça exceptionnelles. Et toi notamment, qui a participé à ma formation. Et écoute, on s'est croisés quelques fois, ça a toujours été un bonheur. Ce qui te caractérise, c'est quand même la passion. Hein. Je crois que c'est un vrai moteur. C'est le moteur de tous les gens qui essayent justement de faire quelque chose, de partager et de vivre à fond finalement cette passion. C'est juste quelque chose qui permet de surmonter justement peut-être des crises. Celle qu'on est en train de vivre en ce moment est un bon exemple pour lequel la passion, effectivement, devrait nous permettre d'aller au-delà et de... Voilà, exactement. Tu le dis, c'est la passion, moi, franchement, j'ai rarement été déçu, à quelques exceptions, par un vigneron, par son exigence, sa passion, cette manière dont le vigneron remet en question chaque année, finalement,
voilà, son acquis, il prend des risques, voilà, et il contrôle pas tout. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et ta rencontre avec Dominique Laporte alors? Voilà. Alors la rencontre avec Dominique Laporte, finalement, elle est arrivée parce que j'ai épousé une Catalane et donc du coup j'ai épousé sa terre aussi parce que les Catalans sont très attachés à leur terre. Bien entendu. Et j'ai découvert les vins du Roussillon pour lesquels tu parlais de passion, mais là vraiment je suis rentré en amour pour ces vins. Voilà. Alors, quels sont les vins qui t'ont marqué le plus Écoute, j'ai démarré par par des rouges très fins d'Anjou Banessi, de Rouge-Gorge, du Roc des Anges. Voilà, c'est je trouve des gens qui travaillent extrêmement bien, des très belles choses chez Lafage, des très belles choses aussi, voilà, chez Olivier Piton, tous ces régals. La D18 qui est un de mes vins blancs préférés, et puis tu arrives aussi à Collioure où tu as des blancs extraordinaires jusqu'au ouais, et puis Dominique Laporte, vraiment qui est un homme extraordinaire, un passionné, un ami, et on a eu envie que notre amitié, notre passion commune prenne forme, et c'est devenu le domaine de Mirmanda. Voilà. Très bien, écoute, c'est génial. Comment on pourrait décrire ce domaine? C'est quoi le premier millésime? Comment on peut le trouver? Voilà, alors vous pouvez le trouver sur mirmanda.fr, je fais ma pub, j'adore, mirmanda.fr, et puis Vinotel vous enverra le vin. Comment le décrire? Alors on le fait si tu veux, avec le domaine de l'Èdre, qui nous il y a des parcelles qui sont consacrées à Mirmanda, sur Vingros, sur Totavel, en face de la grotte de Totavel. Des magnifiques territoires. Voilà, mais c'est aussi sur Opoul pour ces terres granites, ou Bélesta. Donc on est très à cheval sur la sélection des parcelles, très à cheval sur la méthode. On vinifie à Bourguignonne. T'as des équipes comme ça qui dans des petites caissettes vont sélectionner les grains, et puis ensuite on va picher à l'ancienne. Tu sais, c'est tout un processus passionnant que je découvre grâce à Dominique et grâce à Jacques Cabestany, Soussou du domaine de l'Èdre. Et puis ensuite on va discuter de l'assemblage, du vieillissement, voilà. Et aujourd'hui on est assez fiers de notre premier millésime, mais on est encore plus fiers du deuxième qui arrive. Voilà. Donc le premier millésime c'est 2018. Voilà. C'est disponible. Il existe en rouge et en blanc. Oui. Donc le blanc, l'assemblage c'est quoi? Alors le blanc c'est du Macabeu peut-être? Oui, Macabeu. Alors Macabeu qui est un je dirais un cépage très très catalan que j'adore, qui est vraiment un cépage, je dirais, très intéressant. Et puis on y a rajouté du grenache blanc, du grenache gris. Et pour le rouge, on est sur un assemblage Syrah, Carignan, Mourvèdre. Et voilà. Syrah, Carignan, Mourvèdre, 2018, c'est ça, non? Ah, mais tu en as. Moi, j'en ai. Dans la cave du bistrot du Sommelier, on était des premiers à le faire entrer. C'est mon ami Gilles Goujon qui m'a dit ça aussi. Il m'a dit, Gilles, qu'on salue aussi à Bonjour. Ah oui, on salue Gilles, quel amour. Voilà. Et il faut goûter ce vin aussi. Et donc, j'ai effectivement. Alors, il n'y en a pas beaucoup quand on regarde la contre-étiquette. Ça, c'est la numéro 464, mesdames et messieurs, sur 600. C'est plus rare que la Romaine et Conti. Bah écoute, c'est d'ailleurs la bouteille de la Romaine et Conti, c'est des bouteilles de Bourgogne. Des très belles bouteilles d'eau bourguignonne. Voilà. Et écoute, il en reste sur le site mirmanda.fr. Voilà. Et on va l'ouvrir. Ah bah alors d'accord, ah bah très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens que si vous avez des bouteilles cirées comme ça, quand c'est une cire souple, c'est le cas. D'abord, c'est très joli. Et ensuite, il faut surtout pas enlever la cire avant, mais elle est directement, je vous le montre ici à l'écran, hein, elle est directement au centre, en passant à travers finalement cette cire souple. Vous voyez, je montre l'exemple ici. Vous voyez, et puis ensuite, finalement, là je descends légèrement parce que sinon, c'est la fin. Mais on arrive, vous voyez, un peu comme en emporte-pièce, on arrive à tout enlever et à découper très très proprement. Et oui, on pense à l'ami sommelier, tu vois. Voilà, c'est dans le jus. Petit conseil, exactement. Et là, vous voyez, on peut servir directement. La partie de la cire qui va bien est restée sur le bouchon, ici, sur le tire-bouchon et sur le bouchon. Et ensuite, il suffit de trouver un bon verre qui va, n'est-ce pas?
et puis goûter effectivement ce nectar. Miramanda 2018. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le privilège de le goûter pour l'instant, celui-là. Mais ça sent très bon. Hein. Ça sent très bon. Parce qu'il y a à la fois ce fruit un peu pulpeux, mais pas nécessairement trop marqué par l'alcool, ce qui est un petit peu la limite de l'exercice. On sent des vignobles un peu d'altitude. Et ensuite, on a une petite patine légèrement épicée, une petite touche boisée, mais délicate, vraiment très intéressante. Et le nez est déjà extrêmement agréable. On a envie d'aller goûter. Vous permettez, hein, je te laisse parler un peu, vas-y. Mais moi j'adore, j'adore l'idée quand même que le meilleur sommelier du monde goûte le vin que j'ai modestement produit avec mon ami Dominique. Donc si tu veux, c'est mieux qu'un César en fait, ce qui m'arrive là. Écoute, avec César, hein, et à votre santé surtout, parce que tu mérites une couronne de laurier en parlant de César, parce que franchement le vin il est très bon. Hein. En bouche, c'est caressant, c'est pas justement ce qui est toujours redouté dans les vins du coin, c'est ce côté un petit peu trop alcooleux, un peu trop généreux, qui on dit bon c'est le caractère des vins de la région. Mais là, il y a un équilibre, parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de chercher son propre équilibre. Et quand on le trouve dans le vin, on est gâté. Et là, il y a un toucher soyeux, avec des tanins très fins et une très jolie longueur. C'est un vin qui est très jeune dans l'absolu, mais franchement, il est déjà très intéressant à goûter. On peut le garder, mais je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir déjà dès aujourd'hui. Donc je te félicite et je félicite Dominique parce que voilà, je n'avais pas regoûté depuis un mois et demi à peu près, c'est ça, mais enfermé. Et là, je suis repassé dans la cave du bistrot pour rechercher une pour ce soir et je suis ravi de le partager avec toi et avec vous tous qui nous suivez ce soir. Alors, tes références gastronomiques, le vin, mais la cuisine, est-ce que tu aimes bien cuisiner, toi? Ben écoute, oui, j'aime cuisiner, toujours dans le respect du produit. C'est-à-dire que je suis pas dans la transformation non plus, tu vois, mais on s'est tous, en ces périodes de confinement, mis à la cuisine. Oui, je prends beaucoup de plaisir. Bienvenue. Elle est belle d'ailleurs, ta cuisine. Je m'y suis un peu mis et puis moi j'adore, j'ai vraiment de l'admiration pour les chefs, j'ai beaucoup d'amitié chez les chefs et c'est vrai que moi j'aime les champignons, j'aime le c'est l'automne. Ouais, quoi que là j'ai des morilles hier. Ah, formidable. Je fais les pâtes aux morilles, on m'a apporté des morilles, hein. Quelqu'un du coin m'a apporté des morilles et donc du coup j'ai fait des morilles à la crème avec des pâtes et c'était délicieux quoi. Et surtout toujours les morilles, attention, hein, bien cuites. Hein. Oui, bien cuites. C'est un poison, hein, donc voilà. Oui. Toujours bien cuites, n'hésitez pas, ça supporte vraiment la cuisson. Et donc ça c'est ton plat repère, quand tu rentres dans ton chez toi, dans votre chez vous avec ton épouse, voilà, le plat qui te fait saliver, qui te fait presque rentrer à la maison, c'est quoi? Tu as beaucoup de riz parfumé ici à l'encre de sèche ou que j'adore, notamment celui du Zaza ou celui du petit bistrot là ici, Cammarty à Tuire, qui est extraordinaire. Ah, tiens, je vois les commentaires. Katia, l'œuf pourri de Gilles Goujon. Oui. Ça c'est sûr, l'œuf pourri de Gilles Goujon. C'est Katia Alonso qui travaille avec Gérard Bertrand qu'on peut saluer aussi. C'est tous les amis du Languedoc-Roussillon. Oui, exactement. Et l'œuf pourri de Gilles Goujon, c'est un des plus grands plats que j'ai goûté de ma vie. On peut imaginer. Et c'est la version estivale avec l'œuf pourri à la tomate. Et quelque chose qui est sympa aussi, mais à la truffe, c'est que ça vaut quand même, pour le coup, le chassier ou le gommier aussi, ça vaut le détour. Donc, quels sont tes projets un petit peu? Parce que là, j'imagine que comme tout le monde, bah, tu restes un peu dans ton coin et tu as bien... Ah bah oui, je ne sors pas de chez moi. Voilà. Mais, et donc, déjà, comment tu t'occupes dans ce qui est racontable? Écoute, pas, comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux. J'écris pas mal, j'écris un nouveau spectacle, je suis en lien avec les équipes du Théâtre de l'Œuvre, qui a fermé. Oui. Je suis en lien avec mes différents projets que je produis, moi pour la télévision, pour le cinéma. Et puis j'entretiens un peu tout ça, je m'occupe de ma fille, je lui fais faire ses devoirs, ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est génial. Merci Barbara. Voilà. Et puis on cuisine, on fait un peu de jardinage. On a la chance de vivre la moitié du temps ici, donc c'est une résidence principale ici, donc je m'occupe un peu du jardin et d'ailleurs je me suis complètement râpé, là, tu vois. C'est ce qui fait que j'ai cette espèce de... les herbes poussent, hein. Voilà, c'est dangereux. Et les branches surtout. Voilà.
Il faut se raccrocher aux branches de temps en temps, mais il faut éviter de prendre des branches dans la figure, c'est ça que... Voilà, c'est ça. Et puis je vais de temps en temps faire un petit tour en cave où voilà, je redécouvre les vins du Roussillon, je regoute des petites choses. Tous les soirs, je fais l'apéro. Voilà. Bon, mais c'est génial. Est-ce que tu aimes bien, moi il y a un vin que j'aime bien que tu n'as pas cité, mais qui est du pas de vin gros, c'est le Clos des Fées, notamment. Ah oui, les vins d'Hervé Wiesel sont merveilleux. Voilà, Hervé Wiesel, qui est un de mes grands monsieur de route, puisque nous avons grand monsieur ensemble. Beaucoup pour le. J'avais beaucoup pour les vins. Exactement, pour les vins. On est tous des enfants d'Hervé Wiesel quelque part. Exactement, il a une vision un peu, voilà, un petit peu novatrice, si j'allais dire des choses. Oui, visionnaire, exactement. Il fait bouger les choses. Et à l'étranger, est-ce que tu as des souvenirs? Alors, c'est un programme qui est réalisé avec 20 sociétés, donc c'est vraiment tous les terroirs de France. Mais si tu as un coup de cœur, toi qui voyages, toi qui as vécu aux États-Unis, tu as pu découvrir quelque chose qui t'a interpellé? Ah oui, moi je pense à ces vins américains, c'est Ridge, le Ridge Vineyards. Oui, donc on est que j'ai découvert avec Pascaline Pelletier aux Racines à New York. Et j'avais goûté, c'était un Cabernet Sauvignon, mais je les aime aussi en Zinfandel, les vins du Ridge. Oui, et Dieu sait si c'est pas évident, parce que les Zinfandel, ça peut être aussi vite rustique, alcooleux, c'est un cépage croate, le Zinfandel. Ouais. Qui est devenu à la mode aux États-Unis dans les années 2000 et qui, je trouve, moi, voilà, quand je pense aux États-Unis, je pense à Zinfandel parce qu'on le trouve pratiquement nulle part ailleurs. Enfin, il y en a très peu. Hein. Le Zinfandel, oui, on en trouve un petit peu dans certains pays du monde, mais c'est vrai que c'est aux États-Unis qu'il a explosé. C'est un cépage qui serait originaire du sud de l'Italie et de la Croatie voisine, que on appelle le Primitivo, en tout cas, c'est originaire du Primitivo, ou du Plamek Malik, qui est un autre cépage qu'on trouve effectivement dans le sud de l'Adriatique. Ça serait ça l'origine. Mais aux États-Unis, c'est devenu ça. D'ailleurs, on le surnomme le Zin. Les Américains, ils font des vins de cave, le Zin, etc. Il faut traduire. Et puis, non, j'ai cette curiosité des vins italiens aussi. Dominique, Richard Liogier, les Rouquins, qui m'a fait découvrir des vins italiens extraordinaires, qui a une vraie culture du vin italien. Et puis les vins, tu sais, il suffit, on n'est pas loin de la frontière ici, alors tu as les vins de Marc Bonazo, Remota, Emporda. Oui, catalan, c'est le part des Pyrénées. Ouais, exactement. Donc on n'est pas loin de l'Espagne, on n'est pas loin du côté espagnol de la Catalogne. Enfin, même si ça leur plairait pas que je dise ça, parce que la Catalogne, elle est unique et indivisible. Et du coup, c'est vrai que il y a, c'est les vins de Marc Bornazo que j'adore aussi, Caminante en blanc, Camino en rouge. Je prends beaucoup de plaisir à goûter tous ces vins. C'est vraiment une région qui est bénie des dieux, et les rives altes, les Banyuls, c'est un petit paradis ici, c'est un Eldorado et qui n'a pas encore donné tout son potentiel, je pense. Il va vraiment préserver des surprises à l'avenir. C'est d'accord, pendant très longtemps, cette région des Pyrénées orientales était très connue pour ses vins d'eau naturels, que tu viens de citer, les Banyuls, les Moselle, Pori, etc. Et ça a tellement été un succès que finalement on a oublié le reste. Et plus, maintenant qu'on boit moins, effectivement, de vin avec du sucre résiduel, ça laisse la place effectivement pour des jolis terroirs, sur des terroirs de schiste, sur des calcaires, selon l'altitude, selon l'orientation, etc. Il y a extrêmement différents, et moi j'adore les vins de cette région, effectivement. Tu vois, il y a des gens il faut citer Caz, il faut citer Gobi, bien sûr. Oui, sur les calcinaires de Gobi, c'est extraordinaire. La Muntada. La Muntada, quand ça prend un petit peu de l'âge, c'est juste magnifique, avec une jolie viande de rôti au grillé. La Muntada, c'est une petite merveille, exactement. Il y a une multitude de grandes cuvées dans ce coin-là. Il y a aussi des restaurants originaux, avec des produits originaux. Est-ce qu'on fait toujours des anchois connus? Oui, on y fait toujours des anchois. J'en ai même fait moi-même chez Rock. J'ai eu cette chance d'être invité par Rock à faire mon propre pot d'anchois. Et je peux te dire que c'est un métier. C'est pas ça l'est pas du tout. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est bon l'anchois? Moi, j'adore faire dans de préparation à base de pâtes, de mettre toujours un petit peu d'anchois pour saler.
Oui. Et c'est un condiment qui est juste extraordinaire. Et avec les vins tels ton blanc, Miranda ou certains de tes confrères du coin, parce que maintenant tu es vigneron aussi, donc c'est tes confrères les vignerons. C'est pas que des humoristes. Hein. Je suis un amateur éclairé, mais effectivement, voilà, je suis d'accord avec toi dans le choix avec comme ça. Et puis il y a aussi dans la région, tu as le repas n'est jamais fini, puisque quand tu as des rancios, quand tu as des bagnoles, des ribzas. Tout à fait. Lorsque ça prend un peu d'âge, c'est juste magique. Magique. C'est ce que tu dis que le repas n'est jamais fini, parce que finalement, quand il en reste un petit peu, finalement, on peut refaire le monde après le repas, en continuant à goûter, effectivement, quelques lampées. Avec modération, bien entendu, ça va de soi. Hein. Oui, bien sûr. Enfin bon, si les gens viennent sur ton site, sur ton Insta, c'est pas pour... hein. Mais néanmoins, avec toujours délectation. Donc tes projets, tu disais tout à l'heure que tu continues à écrire, que tu oui, voilà, on a arrêté la pièce avec le théâtre, mais c'est quoi la première chose que tu vas faire quand on va être déconfiné, c'est logiquement à partir du 11 du mois de mai. Donc c'est quoi ta première intention en tout cas? Ben écoute, je t'avoue que pour l'instant, j'ai l'impression je vais pas changer grand-chose. Moi, je sais, mon activité est quand même liée étroitement à l'ouverture des lieux de rassemblement. Voilà. Donc, pour nous, ça reprend pas le 11 mai. Hein, donc, on va continuer à attendre, on va continuer à faire d'autres choses, à préparer. Oui, je crois que le mot, c'est préparer. Il faut se préparer à refaire quelque chose, sûrement différemment. Exactement. Exactement. Et dans le respect des gens qui nous ont permis, pendant cette période, de nous assurer l'essentiel. Exactement. Et voilà. Et tu sais, c'est vraiment un privilège ici. On a les producteurs locaux, on a c'est vraiment, on est sur des saveurs vraiment qui sont des saveurs de ce pays là autour, et ça n'a pas de prix, et il faut vraiment faut vraiment célébrer cette proximité, cet achat de proximité, selon moi. Voilà. Oui. Et en même temps être effectivement ouvert vers les autres, sensible à cet environnement qui nous entoure et qu'il faut savoir respecter pour que justement, on parlait d'équilibre tout à l'heure dans les vins, mais je crois qu'il faut un équilibre aussi dans la vie pour que l'équilibre soit dans le monde autour de nous, les uns les autres. On est tous acteurs de cet équilibre, il ne faut pas l'oublier, on est tous responsables de quelque chose. Exactement. Et toi, alors j'ai vu qu'hier tu avais reçu Guillaume de Serval, qui est exactement. Mon copain. Et on a passé un très bon moment avec lui. Le mardi, nous avions Marie Vodecki, une jeune sommelière talentueuse qui vient de gagner notamment le trophée du Sud-Ouest et puis le trophée Gassier organisé par nos amis d'Advini. Et puis la semaine prochaine, puisque tu lances le sujet qui va conclure un petit peu notre entretien, déjà parce qu'il est déjà 19h, eh bien déjà ça passe. Non. Et oui. Donc la semaine prochaine, on aura mardi Laura Vidal, qui est une jeune sommelière qui a été élue sommelière de l'année par le magazine Gomillot, qui est copropriétaire d'un restaurant à Marseille qui s'appelle La Mercerie. Donc cette nouvelle génération de sommeliers. Et puis jeudi, nous aurons Georges Dos Santos, le fameux caviste. Oh Georges, je l'adore, mon copain à Lyon, Antiquine. Voilà, Antiquine, c'est un personnage incroyable. Et il sera avec nous le 7 mai. Et puis on conclura la semaine avec Jessica Arnois, qui est une sommelière, blogueuse, chroniqueuse très célèbre au Canada. Et on sera en direct avec elle du Québec pour conclure la semaine et peut-être conclure cette série, parce que ça fera 4 semaines la semaine prochaine, effectivement, que nous avons initié avec Vin et Société et l'Union de la sommellerie française, effectivement, cette idée. Je voudrais juste, pour conclure, te remercier, vous remercier tous les uns les autres de votre présence. Vous souhaitez bien entendu un très bon week-end du 1er mai, même si la notion de week-end est relative, mais j'espère que vous faites des activités dans la semaine et vous reposez un petit peu quand même le samedi et le dimanche pour garder le rythme pour plus tard. De remercier François-Xavier. On a eu le plaisir de se croiser quelques fois et c'est toujours un vrai bonheur, notamment avec ton copain Samuel Le Bihan auquel tu penses, je suis sûr, régulièrement aussi. Et puis, dans un de tes spectacles, on dit qui aime bien châtie bien, mais je me souviens la première fois que je suis venu voir sur scène,
tu faisais plusieurs personnages, plein de métiers, etc. Et tu faisais un petit clin d'œil à nos amis et à mon univers de la sommellerie. Et je t'en Ah oui. parce que c'était très marrant, caricatural comme il se doit dans un spectacle humoristique, mais tellement vrai quelque part dans certains aspects de notre métier, qui est un métier de partage, de convivialité, de passion, tel que ton métier à toi. Merci. Écoute, c'est un plaisir. J'ai passé un très très bon moment. Non, c'est un plaisir. Merci de ton intérêt pour le vin de Mirmanda. Voilà. Vraiment, je suis très très honoré que tu l'aies goûté sur ton live et que tu aies que tu l'aies apprécié. Je suis vraiment, je te jure, c'est une consécration. Non mais je t'en prie, c'était un plaisir. Bonsoir à Dominique également. Et puis restez comme on est concentré sur le sujet parce que le premier millésime est très beau. Il faut continuer dans cet esprit-là. Il y aura toujours que 600 bouteilles par an produites ou il se peut qu'il y en ait un petit peu plus? Non, on augmente la production. Là, il en reste sur le site mirmanda.fr. Il y a pratiquement que là qu'on peut en trouver en ce moment. Et ça tombe bien parce que finalement c'est la livraison qui, tu vois. Et donc du coup l'année prochaine on va augmenter un peu les volumes. On va peut-être partir aussi sur un deuxième vin. On est en train de travailler dessus avec l'ami Dominique Laporte. Donc voilà, c'est un domaine qui se développe. Voilà, humblement mais sûrement et surtout avec beaucoup de passion. Voilà. Bravo pour ta passion. Merci à vous tous pour votre présence. Alors je trinque avec toi un peu virtuellement en attendant que l'on puisse faire ça d'une façon plus rapprochée.